allons commencer officiellement donc maintenant cette conférence. Alors, donc, je vais vous présenter quelque chose autour du Palais de Justice de Paris sous l'œil des chroniqueurs judiciaires et des dessinateurs. Et j'ai réduit un petit peu donc la deuxième borne chronologique. Je devais m'arrêter à 1940, mais finalement, donc, il y a moins de dessinateurs et moins d'orateurs et de chroniqueurs judiciaires au cours de cette dernière décennie à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Alors, tout d'abord, quelques éléments. Vous savez qu'il suffit de quelques sièges, d'un tréteau, d'un rideau, d'un éclairage, d'un décor, d'une disposition scénique. Tout ça constitue un théâtre. Et au XIXe siècle comme au XXe siècle, on l'oublie trop souvent, mais les présidents d'assises prennent souvent la parole dans les tribunaux, sous les voûtes des palais de justice, pour dire non, la justice n'est pas un théâtre, la justice ne peut pas être confondue avec un spectacle de guignol. Alors, donc vous voyez évidemment avec cette illustration que les chroniqueurs judiciaires évidemment ne souscrivent pas forcément donc aux propos de ces magistrats. Et parfois, donc, pour eux, il s'agit véritablement donc d'un spectacle et on prend plaisir comme ça donc à déambuler et à assister. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis en fait Daumier, donc la justice, par l'image, est très fortement critiquée, en tout cas désacralisée, avec des rebonds. Et Daumier est le premier, donc peut-être parce qu'il a été condamné, vous savez, en 1832 à 6 mois de prison pour un dessin appelé Gargantua sur comment donc le monarque, le chef de l'État, pouvait dévorer le budget de la nation. Donc ça, c'était donc une condamnation en 1832, 6 mois de prison. Et par la suite, donc là, vous le savez, entre 1845 et 1848, il a croqué les gens de justice, plus particulièrement les magistrats et les avocats. Et l'ensemble de ces lithographies ont été assemblées par la suite, puisque ça a été publié donc par intervalle, et la publication finale s'est appelée tout simplement Les gens de justice. Alors, je n'ai aucune action dans ces publications, mais je vous conseille très vivement, si vous ne l'avez pas, des fois on est à la recherche d'un dernier cadeau pour Noël. Bon, là, c'est l'occasion ou jamais, n'hésitez pas, c'est absolument donc formidable. Alors à ce moment-là, on voit aussi, bien sûr, ça c'est les dessins de Daumier qui a parfois été comparé un petit peu, on disait que c'est le Léonard Vinci du crayon de papier. Et ces dessins ont servi en quelque sorte de modèle, on l'oublie trop souvent, mais vous avez un certain nombre de postures qui après ça ont été décalquées d'une certaine manière, ont véritablement servi de modèle pour d'autres dessinateurs. Donc Daumier est le premier à avoir croqué des magistrats qui s'endorment à l'audience. Alors évidemment, comme c'est filmé, on sait bien que c'est absolument impossible. Hein. Là, c'est Daumier qui a fait un pas de côté, voilà, dans la vraie vie et dans l'existence des juridictions. Mais vous voyez donc là les trois magistrats qui s'endorment à l'audience. Et c'est devenu donc un cliché, mais qui a été repris par la suite par toutes sortes de dessinateurs, jusqu'à Feusan, donc après la Seconde Guerre mondiale. Alors les chroniqueurs judiciaires, après à la fin des années 1880, vont se regrouper. Ces chroniqueurs judiciaires, avant donc la guerre de 1870, ce sont souvent des sténographes. C'est-à-dire c'est plus ou moins des envoyés spéciaux, des journalistes locaux qui se rendent dans les palais de justice et puis prennent des notes. Et à Paris, ces chroniqueurs judiciaires, finalement, se mettent aussi un petit peu à l'unisson de ce qui se fait un petit peu partout sur l'ensemble du territoire. Ils prennent des notes, ils font des extraits des propos des uns ou des autres. Et puis après, ce sont ces propos rapportés qui sont publiés dans la presse. Et à partir des années 1880, puisque c'est toujours un petit peu le modèle sur lequel on vit aujourd'hui, à partir de ces années-là, eh bien, les chroniqueurs judiciaires vont inventer une nouvelle manière de raconter les procès. Ils vont essayer de restituer une atmosphère et ils vont simplement essayer de toucher du doigt la vérité d'un procès sans forcément rapporter les paroles exactes qui ont été donc rapportées. Alors, je reviendrai bien sûr sur ces chroniqueurs judiciaires, mais c'est important de le savoir. Et puis, vous aviez aussi dans cette association de chroniqueurs judiciaires qui se met en place à Paris dans les années 1880, quelqu'un qui était considéré comme le syndic de ces chroniqueurs, qui s'appelait Émile Corat. Et Émile Corat avait une formule, il écrivait « On n'a pas acquis complètement l'expérience de la vie quand on n'a pas passé par le palais ».
Alors ces chroniqueurs judiciaires, évidemment, ont une sorte de philosophie au moment de la création. Ils adoptent des statuts, et notamment dans l'article 2, ils disent que tout chroniqueur judiciaire qui ne serait pas sympathique ou qui serait casse-pied serait automatiquement exclu de l'association ou du syndic. Donc on voit à ce moment-là donc, la réunion de ces chroniqueurs judiciaires donc, parisiens, et je pense que c'est un article qu'on pourrait reprendre à son compte pour d'autres activités de la vie courante. Alors, il reste évidemment maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est une sorte de visite guidée un petit peu par le prisme, ou plutôt par l'intermédiaire à la fois de ces chroniqueurs judiciaires et puis des dessinateurs. Alors, je vais vous proposer évidemment donc trois approches, puisque vous savez que les historiens réfléchissent toujours en 3 temps. Voilà, on a été formé comme ça. On considère que si on réfléchit en 2 temps, c'est prétentieux et paresseux. Et si on a 4 temps, à ce moment-là, c'est un catalogue et c'est pas du tout légitime. Donc on propose toujours trois entrées. Voilà. Donc ça va être un petit peu la trame que je vais suivre avec vous. La visite guidée du temple de Thémis. Après ça, la présentation de la société judiciaire, toujours par l'entremise de ces journalistes judiciaires et par ces dessinateurs. Et puis, on passera au langage des passions, tel que celui-ci est restitué dans la presse. Alors, tout d'abord, une première entrée autour de la visite guidée du temple de Thémis, puisque c'est le nom que l'on donnait évidemment donc, à l'architecture judiciaire et au palais de justice. Alors d'une façon donc générale, il faut savoir que ces acteurs de la justice s'intéressent de manière pragmatique à l'architecture pénale. Voilà, donc ils y vont un petit peu en badaud ou d'une certaine manière en simple visiteur, tout en sachant que les travaux sur les palais de justice au XIXe siècle, à Paris mais aussi ailleurs, se multiplient quand il y a quelque chose d'un peu particulier. Il y a une catastrophe, il y a une inondation, il y a un incendie, et à ce moment-là, ce que l'on peut observer, c'est la volonté de reconstruire à l'identique ce qui a disparu, soit sous les flots, soit tout simplement donc, dans les flammes de l'incendie. Alors, au XIXe siècle, on invente aussi les palais de justice, même si aujourd'hui, au XXIe siècle, ce sont plutôt des cités judiciaires qui prennent le relais de ces palais de justice. Et à ce moment-là, on veut surtout essayer finalement de conserver ce qui a existé. Et vous savez, là je ne vous apprends rien, la grande réforme judiciaire de l'époque contemporaine, et on en est toujours aujourd'hui, les héritiers et les héritières, quoi qu'on en dise, c'est entre l'an 8 et 1810. C'est un petit peu comme si ces années-là avaient un petit peu confisqué toute l'imagination possible en matière d'organisation donc judiciaire. Et à partir de ces années-là, eh bien, on va réfléchir plus précisément à la mise en place de palais de justice qui puissent correspondre à la finalité de cette institution judiciaire. Alors évidemment, vous l'avez compris, ce sont aussi les grandes secousses historiques qui vont mobiliser les chroniqueurs judiciaires, guerre civile, bombardements, secousses particulières, combats, affrontements, libération de Paris. Donc ces moments particuliers vont aussi évidemment entraîner une floraison d'écrits, d'ouvrages sur les palais de justice, et en particulier le palais de justice de Paris. Alors, les chroniqueurs judiciaires maintenant, eux, quand ils vont essayer de prendre la plume pour intéresser leurs lecteurs, ces chroniqueurs judiciaires, d'abord, eux, ils ne s'appellent pas chroniqueurs judiciaires, ça c'est important. C'est une expression qu'on leur a collée, mais a posteriori. Eux, ils préfèrent s'appeler tribunaliers, de tribune. Voilà, ce sont des tribunaliers. Et puis quand on regarde leur propre production, eh bien souvent ils se désignent par l'expression journaliste judiciaire. Et donc en fait, ils font des chroniques judiciaires, ça ils ne le contestent pas, mais eux-mêmes revendiquent un statut un petit peu à part. Donc ce sont des tribunaliers, des observateurs de la vie judiciaire et de ce qui peut s'y passer, s'y dérouler. Alors à ce moment-là, ces chroniqueurs judiciaires, ou plutôt tribunaliers, vont s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler, et c'est une expression qu'ils ont forgée eux-mêmes, au langage des pierres. Et donc le langage des pierres, c'est tout simplement la visite guidée des palais de justice. Alors, pour comprendre ce langage des pierres, alors il faut tout d'abord savoir que en 1864, pour prendre un petit peu de recul et de perspective, en 1864 existe déjà un certain nombre de visites guidées quand on a affaire à des touristes anglais qui ont traversé la Manche et qui arrivent du coup dans la capitale. Et à ce moment-là, on leur dit, mais qu'est-ce que vous pouvez donc visiter? Eh bien, on leur propose tout d'abord de se rendre à la morgue de Paris. Pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, comme il n'y a pas de dispositif particulier et de système d'identification des cadavres, eh bien ceci était exposé à l'extérieur de la morgue et simplement protégé par une vitre.
Et à ce moment-là, n'importe quel passant, et c'était même parfois, si je peux dire, la sortie dominicale, on emmenait ses enfants, ses petits-neveux, et bon voilà. Et donc on allait comme ça donc, au spectacle. Et en 1864, vous avez un guide qui s'appelait Almanach du Palais, la justice et les curiosités judiciaires, qui était dû à un auteur qui s'appelait Barnabé Varé et qui suggère une autre visite en disant, bon, certes, la morgue existe, mais ce serait bien d'aller visiter le palais de justice de Paris. Voilà, donc en 1864, le pli est pris, et à ce moment-là, on essaye de détourner déjà les flots des touristes du spectacle un petit peu morbide ou sanglant que pouvait donc proposer l'institution donc médico-légale. Alors à ce moment-là, la visée, évidemment, donc, est assez importante de la part de ces publicistes, chroniqueurs judiciaires et journalistes. C'est bien donc de présenter le palais de justice comme une sorte d'institution globale, en disant c'est pas simplement donc un monument séparé posé au cœur de la capitale, c'est quelque chose de particulier, c'est une institution presque close, alors pas totalitaire évidemment, ce serait exagéré avec la connotation, mais en tout cas c'est bien une institution globale, on y trouve toutes sortes d'éléments. Alors, pour intéresser évidemment donc le public, il convient bien sûr d'insister sur l'état du palais de justice tel que pouvait le décrire Balzac. Alors je cite Balzac, cité lui-même par les chroniqueurs judiciaires, cet amas d'édicules hétéroclites, poussiéreux et rongé par le temps. Alors c'est évident que c'est pas très attractif pour une cohorte de touristes anglais ayant traversé la Manche et visitant donc Paris. Mais à ce moment-là, il faut aussi imaginer le palais de justice de Paris un petit peu comme Notre-Dame de Paris, qui était flanqué de toutes sortes de maisons, d'édifices, de bric-à-brac, qui prenaient donc appui sur les murs latéraux. Et donc l'objectif des autorités et des pouvoirs publics à ce moment-là, c'est de dégager le palais de justice de sa gangue qui l'entourait pour pouvoir eh bien, tout simplement donc, présenter au public, aux visiteurs, mais aussi avec la perspective de donner davantage de lustre au palais de justice. Parce que si on ne l'aperçoit pas, évidemment, donc, la justice qui était quand même sacralisée en prend un coup, si je puis dire, parce que bon, eh bien, il faut remuer un petit peu la poussière pour pouvoir s'y rendre et regarder à quoi ça consiste. Alors, à partir de là, donc d'autres chroniqueurs judiciaires vont donner d'abord dans un premier temps des descriptions. Alors je vous cite un de ces chroniqueurs. Paris était encadré, le palais de justice de Paris était encadré par de basses maisons posées sur leurs flancs comme des champignons au pied des grands arbres, traversées par des rues sordides où des vestiges de chefs-d'œuvre architecturaux se mêlaient aux maçonneries grossières, présentaient un aspect à la fois repoussant et vénérable de la cour des miracles et de temples austères. Donc le portrait présenté est donc particulièrement sombre, et donc finalement on a le sentiment que au cours du XIXe siècle, le palais de justice de Paris est plus ou moins donc situé dans une sorte de cloaque plus ou moins donc infâme, repoussant, avec des miasmes de toutes sortes. Ce qui fait que du côté des autorités du palais de justice, premier président, procureur général, eh bien régulièrement des missives sont adressées donc au chef d'État. Donc là, évidemment, ce sont d'abord les rois qui sont destinataires, Charles X, Louis XVIII, Louis-Philippe. Alors, ceux-ci vont en fait procéder donc aux travaux d'urgence, comme par exemple les voûtes de la salle des pas perdus, et puis les piliers, et puis également la restauration en partie de la Sainte-Chapelle. Alors en fait, les travaux vont commencer en 1836 pour le palais de justice, et ça, ce sont les chroniqueurs judiciaires qui vont raconter à travers leurs articles, leurs associations et les publications qu'ils vont proposer au public après les années 1880, cette histoire du palais de justice de Paris. Donc les travaux commencent en 1836, alors il faut évidemment donc un petit peu du temps, et à ce moment-là, ils sont pratiquement terminés en 1870, à la veille évidemment donc de la guerre contre la Prusse et puis après contre l'Allemagne. Alors, on peut évidemment donc regarder un petit peu là la gravure ou le dessin que vous avez sous les yeux date en gros de l'année 1854, et en 1854 à l'intérieur du palais de justice on vient de terminer eh bien l'édification de la cour d'assises, de la salle d'audience de la cour d'assises, 1854. Voilà, donc ça y est, là c'est achevé. De 1856 à 1867, c'est la construction de la cour de cassation. Voilà, donc à la fois donc elle est étayée et puis l'aménagement intérieur est terminé. Et puis de 1860 également à 1866, c'est la restauration de la salle des pas perdus. Et au moment où la guerre
éclate. En 1870, il restait plus que deux fragments, si je peux dire, deux lieux particuliers donc à restaurer. Le premier, c'est tout simplement l'élévation de la cour d'appel et puis le quartier des femmes à la conciergerie. Ce qui veut dire que depuis 1836, évidemment, donc, il y a eu de grandes manœuvres pour essayer, évidemment, de faire en sorte que le palais de justice puisse correspondre à ses missions et soit représentatif du rayonnement, si je peux dire, de la justice parisienne. Alors, évidemment, là, vous l'avez compris, la Commune de Paris, donc c'est 18 mars et puis la semaine sanglante en mai 1871, la Commune de Paris va être à ce moment-là, devient le prétexte à un florilège d'écrits particulièrement donc vengeurs contre les communards et notamment contre les actions attribuées aux pétroleuses, puisque dans l'imaginaire collectif des vainqueurs de cette époque-là, ce sont les pétroleuses qui ont mis le feu à la plupart des établissements et ce sont elles, comme de véritables viragos, qui sont responsables de l'incendie qui a consumé en partie le palais de justice. Donc 1870, le palais est quasiment tout neuf, 1871, il faut recommencer. Alors évidemment, dans cette description des ruines, ça correspond aussi à des imaginaires sociaux et des mentalités collectives. On voit donc la salle des pas perdus, telle qu'on pouvait la découvrir après l'incendie. Et évidemment, on va multiplier les vignettes de ce type-là pour montrer un petit peu donc l'étendue des désastres et puis la nécessaire reconstruction donc du palais de justice de Paris. Alors, à partir de là, on fait aussi évidemment donc appel aux différents observateurs. Et puis, vous avez des écrivains célèbres comme Maxime Ducamp, qui est l'auteur d'un ouvrage sur Paris, ses organes, ses fonctions, qui va présenter donc la capitale comme une sorte d'organisme vivant, mais gigantesque. L'égout, par exemple, le grand égout de Paris, qui avait été construit en 1854, est présenté à ce moment-là comme une sorte d'artère centrale de la capitale, mais artère souterraine. Et Maxime Ducamp, qui était donc l'ami de Flaubert, haïssait particulièrement donc les communards et les a rendus donc responsables de cette destruction. Mais à travers ses écrits, on voit aussi que les pouvoirs publics et les vainqueurs dans le sillage d'Adolphe Thiers et des autres vont essayer à ce moment-là bien de prendre toutes les mesures pour aller vers la reconstruction du palais de justice de Paris. Alors, cette reconstruction, donc finalement, est achevée en 1891. Et en 1891, la date n'est pas tout à fait anodine. Vous voyez, il faut quand même de 1871 à 1891. Bon, ça prend du temps. Et en 1892, ces tribunaliers que j'ai évoqués tout à l'heure vont publier un livre. Ce livre s'intitule tout simplement Le palais de justice de Paris. Et dans cet ouvrage, ils vont donc consigner l'histoire du palais de justice, et 1892, ça correspond donc évidemment à l'ouverture du nouveau palais de justice de Paris au public et de ses différentes fonctions. Alors dans cet ouvrage, on peut donc assister à une visite, à une déambulation, voilà, on peut bagnoder comme ça en compagnie de ces chroniqueurs judiciaires. Alors on voit ici évidemment donc l'entrée principale, avec l'enceinte. Alors évidemment, depuis le temps, la circulation automobile, évidemment, donc, a manifesté ses prérogatives. Bon, voilà, mais on voit bien. Et puis, ce palais de justice, il faut aussi savoir que tous les chroniqueurs judiciaires ne sont pas forcément unanimes. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression, évidemment, d'un propos consensuel, et quelques chroniqueurs judiciaires, surtout après la Première Guerre mondiale, se montrent plutôt extrêmement sévères avec l'architecture du palais de justice. L'un de ceux qui est le plus connu, il a publié 2 ouvrages sur la justice, c'est quelqu'un qui s'appelait René Benjamin, et qui en 1931 présente à ce moment-là eh bien, ce palais de justice comme étant quelque chose de particulièrement sombre et glauque, et donc à ce moment-là étant en dehors de toute susceptibilité d'intérêt. Alors, à l'intérieur maintenant, disposition et aménagement, ces tribunaliers vont aussi donc ouvrir la porte, monter l'escalier et puis s'aventurer dans le palais de justice. Alors, je ne vous ferai pas la visite complète, ce serait trop long, voilà. Mais on voit ici, c'est donc, vous savez que les juridictions sont divisées en chambres spécialisées, c'est la 4e chambre, et c'est ce qu'on appelait le pont de la 4e chambre.
Donc ça, c'était un point de curiosité. Et à ce moment-là, ces tribunaliers vont être des auteurs de guides touristiques avant la lettre. Parce qu'aujourd'hui, quand on ouvre un guide touristique, ça semble tellement évident qu'on n'y réfléchit pas, mais dans le guide touristique actuel, on nous tient par la main, on nous dit, voilà, il faut s'arrêter devant telle statue, regarder telle colonne, admirer tel tableau, voilà, bien. Et donc, à l'époque, c'est une nouveauté, parce que c'est pas encore la règle, et bien, ces tribunaliers vont proposer une visite guidée avec toutes les étapes indispensables à l'intérieur du palais de justice de Paris. Alors, pour eux, il faut apercevoir donc des salles d'audience. Ils les informent aussi sur la disposition, sur la hiérarchie des espaces, sur le prétoire proprement dit, puisque vous savez que c'est le lieu le plus sacré du palais de justice. Alors, avant le prétoire, on va même visiter donc le greffe. Là, c'est le greffe de la première chambre. Et donc, évidemment, pour le public de cette époque-là, c'est quelque chose de totalement inédit. Personne ne leur en avait jamais parlé. Et personne ne leur avait montré d'image. Parce qu'évidemment, il faut toujours faire une plongée dans la société de cette époque-là. Pour avoir une connaissance visuelle de quelque chose, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas Internet. La seule possibilité, c'est de regarder des images. Et à ce moment-là, les tribunaliers, évidemment, vont remplir, vont satisfaire la curiosité du public ou vont l'aiguiser en leur proposant comme ça des descriptions de l'intérieur. Mais c'est la première fois. C'est donc des images totalement inédites qui participent aussi à la culturation de ce public. Alors, vous le voyez, on va même présenter, là c'est le greffier, un des greffiers, et puis les greffiers à l'époque sont confrontés à une difficulté qu'on a oubliée, c'est que même à Paris, dans la capitale, dans les différentes chambres, et pas simplement en cour d'assises, vous avez donc des prévenus ou des accusés qui sont interrogés, et un certain nombre d'entre eux ne parlent pas français. Ils parlent une langue régionale, ou c'est un français patoisant, ou parfois, évidemment, ce sont des langues étrangères. Et à ce moment-là, à l'intérieur du palais de justice, il faut évidemment qu'on ait des traducteurs. Puisque, sans cela, évidemment, on ne peut pas rendre la justice. Si le justiciable ne comprend pas ce qui lui est posé comme question, et si lui-même ne peut pas répondre à la question qu'il ne comprend pas, la justice ne fonctionne pas. Et donc là, c'est aussi quelque chose qui est nouveau, et il y a une sorte de prise de conscience. Non, on disait à cette époque-là, on avait une expression, les langues à foison, autour des années 1870, et donc c'est une réalité donc franco-française, et la justice est obligée de le prendre en compte. Alors c'est des fois plus connu pour certaines régions plus éloignées comme la Bretagne, mais à Paris, la question donc, se pose aussi du vocabulaire, de la manière de s'exprimer, et puis évidemment, vous le savez, je ne vous apprends rien, Paris est une ville mortifère et sa population croît grâce à l'apport de populations venant de régions plus extérieures, les maçons du Limousin et puis d'autres. Bien. Alors dans cette visite, on fait aussi un détour par le bureau de l'assistance judiciaire. Alors ça c'est intéressant parce que quand on regarde les textes de loi officiels, on apprend que le bureau d'assistance judiciaire en France a été institué par la loi de 1901. Sous-entendu, il n'y avait rien avant, ce qui n'est pas vrai. Pour Paris, vous avez un bureau d'assistance judiciaire. Alors évidemment, on n'a pas plus de précision sur quelle était donc la nature de cette aide, quel pouvait être aussi le montant du soutien donc financier, mais vous aviez donc un service spécialisé dédié qui écoutait évidemment ceux qui étaient isolés, mères célibataires, les plus miséreux et qui étaient les plus démunis pour faire face à l'institution judiciaire et puis faire valoir leurs droits. Et donc là, ce sont les tribunaliers qui permettent aussi bien de montrer que c'est quelque chose qui existe. Voilà, donc la découverte pour le public de cette époque-là. Alors, dans cette visite, évidemment, il y a un point, il faudrait donc en faire une histoire. Donc là, pour les prochaines vacances qui s'annoncent, et si vous avez des loisirs, n'hésitez pas, c'est l'histoire de la barre des témoins. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Alors, je suis sûr que ce serait un best-seller. Vous voyez, je ne vous demande même pas 5% sur vos futurs droits d'auteur, mais ça plairait à plusieurs éditeurs. Et donc cette barre des témoins, évidemment, c'est le point le plus extrême dans l'espace le plus sacré de la salle d'audience auquel peut pénétrer donc un justiciable. Puisque là, évidemment, c'est le prétoire. Derrière la barre des témoins, vous avez que les spécialistes, les acteurs, si je puis dire, officiels de la justice. Les avocats, les jurys qui sont les juges populaires, les magistrats, voilà. Mais aucun justiciable ne peut aller plus loin que la barre des témoins.
qui est donc la vraie frontière à l'intérieur de l'espace judiciaire. Et donc ces tribunaliers insistent aussi donc là-dessus. Donc là évidemment au niveau du style, alors vous voyez que c'est un dessin un petit peu plus tardif, c'est plutôt des années 30, mais on voit bien que la question donc, de la barre des témoins, c'est une sorte de cliché, quelque chose qui est permanent et qui couvre toute cette période des années 1880 au moins jusqu'aux années 1940. Et puis grâce à un certain nombre de dessinateurs, on peut aller un petit peu plus loin. Et là, le public, il y a une véritable familiarisation qui se met en place. Le public, là, a une vraie connaissance de la disposition d'une salle d'audience. Puisque, évidemment, ce qui intéresse surtout les lecteurs, ce sont quand même les salles d'audience des cours d'assises. Et au moment donc de la rénovation donc, du palais de justice, eh bien, on va construire 2 cours d'assises à l'identique qui seront inaugurées en 1891 et les 2 étant accessibles par un même escalier monumental. Alors ici, évidemment, donc c'est la salle d'audience. Et là, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas toujours de légende auprès des dessins qui sont proposés. Alors, cette époque correspond aussi, donc là, vous savez, à l'âge d'or de la presse satirique. Et ces dessinateurs, qui étaient recherchés, parfois débauchés d'un périodique à un autre périodique, souvent n'écrivaient pas eux-mêmes leurs légendes. Ils proposaient un dessin, et puis vous aviez dans le comité de rédaction des journalistes qui étaient spécialisés dans la confection des légendes, qu'on avait appelées les légendiers. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut toujours étudier texte et image. Mais là, évidemment, ce ne sont pas les 2 mêmes personnes qui vont produire à la fois le texte et à la fois l'image. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est à prendre aussi en considération. Donc là, on se rend compte aussi à travers cette vignette que le public qui est présent peut parfois être un petit peu dissipé. Il n'est pas toujours attentif ou capté entièrement par le spectacle de la cour d'assises, même si c'est un crime qui est l'objet à ce moment-là du procès. Bien. Alors maintenant, je vais glisser vers mon deuxième temps, la présentation de la société donc judiciaire. Et là, ces journalistes et dessinateurs, parfois donc associés, vont faire œuvre un petit peu d'ethnographe. C'est-à-dire que là, les dessins qu'ils vont proposer ne sont pas tout à fait des caricatures, ne sont pas tout à fait des dessins de presse. C'est un petit peu comme si c'était des croquis pris sur le vif. Donc finalement, les acteurs de la justice sont plus ou moins considérés comme une sorte de peuplade étrange, avec un vocabulaire particulier, la langue juridique, des costumes assez singuliers, les robes d'avocats, les robes de magistrats. Et donc ces tribunaliers font une sorte d'intrusion, d'immersion dans cette société qu'ils vont proposer à leurs lecteurs. Alors, donc ces dessinateurs et ces chroniqueurs vont évoquer donc les principaux acteurs. Alors parmi ces principaux acteurs, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que ces descriptions constituent donc un corpus qui est relativement abondant, mais qui est bien souvent assez méconnu. Et là, il y aurait donc nécessité de faire un travail plus complet sur ce corpus-là, soit au niveau des descriptions, soit tout simplement au niveau des images visuelles. Mais évidemment, la difficulté, c'est que celles-ci sont dispersées dans toute une série de périodiques, de supports, de livres, d'ouvrages. Il faudrait donc pouvoir les réunir. Alors simplement, la justice est souvent présentée quand même comme un spectacle, mais qui est aussi entre la comédie et le drame. Et dans certaines affaires, par exemple dans l'affaire Pranzini, dont les archives sont conservées ici, qui date de 1887, le président des assises prend la parole et va sermonner le public qui est assemblé. Et voici ce qu'il dit très précisément, je n'invente rien, la parole a été rapportée et comme elle a été consignée par plusieurs journalistes, et en histoire, si on a 3 témoignages convergents, bon, on peut considérer que ça peut être à peu près fiable. Voici ce qu'a dit le président de la cour d'assises. La cour d'assises n'est pas un théâtre. Les lorgnettes sont interdites et les bouchons de champagne ne doivent pas sauter au moment dramatique. Évidemment, on imagine sans mal l'effet que ça peut produire, mais on a quelques témoignages que font parfois quelques tribunaliers un petit peu malicieux qui décrivent la salle d'audience une fois que le public s'est retiré. Morceaux de saucisson, papier gras, que sais-je encore. Donc voilà. Donc le public totalement respectueux de l'institution judiciaire au niveau des habitudes et des mœurs. Voilà, bon, pas toujours. Alors, ces dessins donc, peuvent être extrêmement donc, réalistes. Alors ici, il y a un très beau livre. Alors, je n'ai pas d'action, donc je peux en faire de la publicité aussi de manière totalement donc, désintéressée sur l'affaire Germaine Berton. Et ce très beau livre sur l'affaire Germaine Berton, eh bien,
permet à ce moment-là à un homme de justice aussi de faire ses propres croquis et de présenter le président et l'avocat général. Alors Germaine Berton, donc, vous savez, c'est cette jeune femme qui, après la Première Guerre mondiale, voulait donc s'en prendre à Léon Daudet, qui était le responsable de l'Action française, et puis celui-ci n'étant pas là, et elle a déchargé son revolver sur le secrétaire de l'Action française, qui est passé de vie à trépas, et donc Germaine Berton, évidemment, se retrouve traduite en justice et puis condamnée. Mais son procès est aussi donc l'occasion, et à ce moment-là, de faire un certain nombre de croquis de ces personnages qui sont présents pendant le procès et qui rendent la justice. Alors, c'est intéressant, c'est que là, on introduit sans difficulté donc la couleur. C'est pas du tout moqueur, c'est plutôt donc respectueux, mais en même temps, on a quelque chose qui est assez sensible, puisque c'est un témoignage visuel de comment ces magistrats se sont comportés pendant le procès. Et sans évidemment donc ces dessins, c'est quelque chose qui échapperait, puisque tout le monde a fait l'expérience. Quand on lit un livre, on a beau être captivé, quand on a une description, on s'imagine soi-même ce à quoi ça pourrait ressembler. Et puis quand on voit véritablement l'immeuble, la maison, le paysage, eh bien parfois on a un choc parce que ça ne correspond pas du tout à ce que notre cerveau avait pu envisager. Eh bien pour la justice, c'est à peu près la même chose. Alors vous avez d'autres dessinateurs comme Josso, qui eux sont beaucoup plus donc mordants. Alors Josso, donc vous savez, c'est un dessinateur assez donc exceptionnel dans les années donc 1900-1906. C'est quelqu'un qui utilise au niveau de la technique picturale plutôt de grands aplats et puis qui renforce les contours avec un trait quand même très appuyé pour bien donc cerner les différents personnages. Alors Josso était plutôt libertaire, il était un petit peu anti-tout, anticapitaliste, anticolonialiste, anti-autorité, anti-policier. Enfin, je m'arrête là parce que la liste pourrait être un petit peu longue. Mais en même temps, sur les magistrats, c'est peut-être lui qui a proposé donc des images peut-être les plus expressives. Et grâce à Josso, on a comme ça donc forgé une sorte d'imaginaire collectif, puisque après les autres dessinateurs, même entre les deux guerres, on n'a pas besoin d'en savoir plus, on reconnaît presque immédiatement donc un dessin de Josso. Même si plus tardivement, à partir des années 1910, il va changer de style, etc. Mais pendant au moins une bonne dizaine d'années, il va proposer dans des périodiques très très célèbres comme L'Assiette au beurre ou Le Rire, ce genre de portrait. Et il a même consacré un numéro spécial aux magistrats parisiens qu'il avait appelé les tapinophages. Voilà, pas très respectueux, mais à ce moment-là, la presse libertaire qualifie les magistrats de chamocrates, ce qui ne l'était pas donc non plus. Alors simplement, donc là, on va à ce moment-là, comment l'image peut être au service de la critique, et à ce moment-là, dans les mentalités collectives, les magistrats sont présentés soit comme des personnages particulièrement cruels, ceux qui appartiennent au parquet, en disant ce qu'ils recherchent, c'est pas forcément donc l'équité ou la vérité, c'est simplement la tête de l'accusé. Quant aux magistrats du siège, eh bien, voilà, ils ne sont pas tout à fait donc impartials. Et puis, ce qui les préoccupe surtout, c'est que le procès ne dure pas très longtemps pour pouvoir être libéré le plus rapidement possible. Voilà. Alors, les avocats. Alors, les avocats sont aussi évidemment donc l'autre composante, l'objet de toutes sortes de critiques et de satires, et souvent donc par l'image et par l'intermédiaire de la chronique judiciaire. Le portrait des avocats n'est pas très, très flatteur. Souvent, c'est un portrait quand même assez sombre. Ils sont présentés comme des arrivistes arrogants, imbus d'eux-mêmes. Et finalement, donc, leur client sert tout simplement de prétexte pour pouvoir faire une carrière beaucoup plus longue. Et puis, certains chroniqueurs judiciaires n'hésitent pas à dire que pour se faire connaître, un avocat doit d'abord plaider au pénal, puisque c'est là où il y a un retentissement, ça fait comme une caisse de résonance auprès des journaux et donc de l'opinion publique. Et après, une fois qu'ils sont connus, eh bien, ils peuvent glisser et devenir avocats d'affaires et enfin gagner de l'argent sur la base de leur notoriété donc initiale. Donc, à partir de ces considérations, donc, on voit que les avocats sont quand même souvent très malmenés dans les dessins et dans l'après. Et les tribunaliers, d'ailleurs, s'en méfient un petit peu. Certains ont laissé quelques notes de mémoire en disant qu'ils sont souvent démarchés donc par les avocats et qu'ils essayent toujours de prendre leur distance et pas avoir de liens trop amicaux avec les avocats, tout en sachant, et ça c'est le discours des tribunaliers, que
Un chroniqueur judiciaire peut aussi faire la carrière d'un avocat. On le verra donc un petit peu tout à l'heure, parce que la plaidoirie peut être assez médiocre. Mais si dans la presse il est dit que maître un tel a fait une plaidoirie absolument extraordinaire qui a ému tout le monde, eh bien à ce moment-là, les lecteurs évidemment n'étaient pas présents dans la salle. Et pour eux, ce qui compte, c'est ce que le journaliste a noté dans le journal qu'ils ont sous les yeux. Alors, le gibier pénal, là il s'agit des justiciables, de ceux qui sont jugés. Alors le gibier pénal, c'est une expression de cette époque-là, forgée aussi par des tribunaliers. Voilà, donc considérés à ce moment-là comme des personnages évidemment qui sont intéressants, puisque le procès existe grâce à eux. Alors, parmi ce gibier pénal, sans être trop long, parce que je vois que je suis déjà un petit peu trop bavard, mais je vais rattraper et puis je terminerai dans les temps. Mais donc, évidemment, on s'intéresse à la fois aux femmes et à la fois aux hommes. Alors, les femmes criminelles sont quand même extrêmement minoritaires. Vous savez que sur 100 criminels, il y a à peu près sur 2 siècles 14 femmes sur 100 criminels. C'est une moyenne. Voilà. Alors à partir de là, évidemment, il y a toutes sortes d'interprétations qu'on peut proposer, des plus misogynes, en disant c'est parce que les femmes sont plus maladroites que les hommes, à d'autres propositions en disant non, pas du tout, c'est parce que donc les femmes sont plus respectueuses de la vie humaine et qu'elles ne passeraient pas à l'acte. Bon voilà. Donc voilà, je vous ai présenté, si je puis dire, 2 extrêmes des interprétations et au milieu, on peut trouver donc toute la gamme, mais ce n'est pas l'objet. Et puis à côté de ça, on a aussi évidemment donc les grands criminels. Alors ces grands criminels, évidemment, il y en a plusieurs centaines qui sont jugés tous les ans, mais la mémoire collective ne retient bien souvent qu'une ou un criminel par an. Voilà. Et c'est ça, par exemple, tout le monde connaît encore Landru, hein, jugé à Versailles, c'était 1921. Bon voilà, bien. Et alors pourquoi lui, pourquoi pas d'autres, ça reste une énigme, personne n'a réussi donc à trouver donc le pourquoi. Et dans ces grands criminels, au moins jusqu'aux années 1930, même si ça commence à faiblir de manière assez nette après la Première Guerre mondiale, eh bien on va publier des complaintes. Et dans ces complaintes, on va tout simplement donc chanter un petit peu. Alors moi, je ne le ferai pas, hein, voilà, mais il y a un air. Et donc, il y a des paroles. Alors ça, c'est l'affaire Pranzini que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, il a assassiné 3 femmes et il y a eu 17 complaintes qui ont été produites sur cette affaire Pranzini. Alors, ces complaintes sont intéressantes parce que vous avez donc des, comment dirais-je, des signatures qui sont parfois des pseudonymes ou des noms d'emprunt. Et d'après ce que l'on sait aujourd'hui, alors je crois que c'est l'année prochaine, il y aura un grand colloque en 2019 à Rouen justement sur les complaintes judiciaires, mais apparemment les auteurs de complaintes sont plutôt des avocats. Donc ce sont plutôt des acteurs du monde judiciaire et qui font d'une certaine manière concurrence avec les tribunaliers, hein, c'est ces grands personnages attachés donc aux grands journaux. Voilà, mais je ne m'étends pas trop. Et puis il y a le public. Alors là, c'est le public des années 30. Alors là, évidemment, on s'intéresse parce que ce qui fait aussi le succès d'un grand procès, c'est le public. Le public qui est présent à l'intérieur du palais de justice. Donc là, c'est un dessin des années 30, mais on voit bien que le public, évidemment, peut attendre parfois depuis plusieurs heures. Alors aujourd'hui, on a un petit peu changé, hein. C'est le vendredi noir, c'est les soldes qui entraînent plutôt donc un public à avoir un certain nombre de comportements qui sortent, si je peux dire, de la bienséance. Mais à l'époque, on faisait donc la queue parfois donc pendant une journée entière pour être sûr d'avoir une place assise dans le cadre des grands procès. Alors ce public est un petit peu vilipendé. Alors vous aviez à l'époque, dans une salle d'audience, 2 publics, au moins jusqu'en 1934. Premier public, c'est le public assis et c'est le public qui est invité. Et la chancellerie considère que c'est pas normal que dans un procès où on va juger quelqu'un qui est supposé être un assassin, qu'il puisse y avoir des cartons d'invitation. Mais les présidents le faisaient. Ils distribuaient ça à la cantonade. Madame, chère comtesse, je serais très flatté si jamais vous nous faisiez l'honneur de vous déplacer et de venir assister au procès. Donc la chancellerie fait régulièrement comme ça donc un certain nombre de textes en disant c'est pas tout à fait normal. Vous avez des procureurs qui prennent la plume aussi. Et puis le dernier, si je puis dire, voilà, qui sort un peu de ses gonds, c'est en 1934. Et puis après ça se réduit quand même très très nettement. Et puis à côté de ça, comme c'est le principe de la justice française, sauf quand le huis clos est prononcé, n'importe qui peut venir. Donc déjà à l'époque, vous auriez eu par exemple, je sais pas moi,
un bateau qui aurait traversé la mer de Chine, qui aurait remonté la Seine, et avec 50 touristes chinois, eh bien, ils avaient le droit d'assister donc au procès, puisque c'est le principe de la justice française. Mais à ce moment-là, ce public n'avait pas de place assise, puisqu'il ne bénéficiait pas de ces cartons d'invitation, et ils étaient obligés donc d'être au fond de la salle, et ils étaient donc debout. Alors dans ce public, celui qui est plus particulièrement décrié, donc là on voit aussi la misogynie et le machisme d'une époque, c'est le public féminin. Alors le public féminin était appelé, surnommé des hirondelles. Alors déjà, c'est pas très flatteur, et il était considéré comme un public particulièrement cruel, parce que la phrase que je vous ai lue tout à l'heure du président des Assises en 1887 sur les lunettes et les lorgnettes, tout simplement, c'est que ce public féminin avait la réputation d'amener des jumelles pour pouvoir scruter le visage du condamné au moment où le verdict était annoncé. Et évidemment, ce qu'on attendait, c'était la condamnation à mort, pour voir à ce moment-là les traits défaillir de celui qui était dans le box des accusés, et puis donc le visage devenant à ce moment-là brusquement donc livide. Voilà, donc ça évidemment, cette réputation, cette construction, si je puis dire, collective de l'image de ce public féminin, eh bien, ce sont les chroniqueurs judiciaires qui l'ont fabriqué. Et à partir de là, pour tout le monde, il est évident que le public féminin qui se rend en salle d'assises correspond tout à fait donc à ses attentes. Alors, dans le cadre de ce public, vous aviez aussi, on a une sorte de tradition, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est, vous avez donc un écrivain comme par exemple Bourget qui est à la recherche de la matière pour écrire un roman. Il pouvait à ce moment-là s'adresser directement au garde des Sceaux ou au responsable de la chancellerie pour pouvoir trouver une place, à ce moment-là, un poste d'observation privilégié pour prendre des notes et trouver donc matière. Et puis, des fois, vous aviez des diplomates étrangers qui venaient, alors disant, bon, ben là, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Bon, la soirée de l'opéra, non, c'est la semaine prochaine, il n'y a rien au théâtre, et il y a un grand procès donc au palais de justice, et évidemment, donc à ce moment-là, on amène le diplomate étranger, et là, vous voyez, le président est un petit peu indisposé, là, c'est un dessin des années 30, on voit que cette tradition donc se perpétue, mais on considérait dans la mouvance judiciaire que ça faisait partie des usages, et qu'il était normal qu'un certain nombre de personnalités puissent avoir une place, pas réservée, mais en tout cas privilégiée dans l'enceinte des salles d'audience. Alors, on a encore les experts. Alors, ces experts judiciaires, sans rentrer dans le détail, ils se mettent en place en fait avec la réorganisation des facultés de médecine et puis l'enseignement de la médecine légale. Donc en France, ça se fait donc au moment du Premier Empire, et à partir des années 1880, on a une réorganisation des cours de médecine légale. Pour les étudiants, la nécessité de suivre un corpus particulier, un cursus particulier, et puis vous avez à ce moment-là toutes sortes de manuels qui sont donc proposés à la sagacité des futurs médecins légistes. Alors évidemment, tous les médecins légistes ne bénéficient pas, si je puis dire, d'un certain rayonnement. Le plus célèbre de tous, c'était le docteur Paul. Donc là, vous le voyez, c'est plutôt des dessins des années 30. Le docteur Paul a fait ses études un petit peu avant la Première Guerre mondiale. Il a exercé pendant tout l'entre-deux-guerres, et après la Seconde Guerre mondiale, il continue donc encore son activité. On estime qu'il a fait sa dernière autopsie judiciaire à l'âge de 84 ans, et il décède lui-même 3 jours après. Ouais. Donc voilà. Alors, il fut un temps où on l'avait surnommé Monsieur 100 000 autopsies, et à la fin de sa vie, les estimations multiplieraient par 3 ce soit-là. Donc on l'avait aussi surnommé l'homme qui parle avec les morts, puisque les tribunaliers qui l'aimaient bien pour un certain nombre d'entre eux, en disant qu'il l'avait surpris à plusieurs reprises. Donc souvent, il plantait, si je peux dire, le scalpel dans un des membres du cadavre qu'ils avaient examiné, et puis il tutoyait le mort en lui disant « Mais de quoi es-tu mort? Tu vas me le raconter ». Et donc les tribunaliers, évidemment, s'emparent de cette anecdote, et c'est devenu donc à ce moment-là, si je peux dire, quelque chose qui est donc généralisé. Alors vous voyez évidemment les façons de représenter donc à ce moment-là le docteur Paul, et puis comme il y a l'exposition en ce moment, mais c'est pas tout à fait la même période, donc vous voyez comment on peut allier l'histoire de l'art avec l'expertise
médico-légal, alors tout en sachant que les tribunaliers racontent quand même que dans certains procès, les experts judiciaires, et notamment le docteur Paul, peuvent avoir un rôle absolument décisif. Alors l'un de ces tribunaliers raconte une anecdote, mais qui n'est pas simplement anecdotique, parce qu'elle est vraiment révélatrice du crédit que l'on pouvait accorder donc à ces experts judiciaires. L'anecdote est la suivante. Il s'agit donc d'un assassinat, et à ce moment-là, le docteur Paul mime la scène. Il montre le nombre de coups que la victime a reçus et de quelle façon donc la victime s'est effondrée sur elle-même pour chuter sur le sol et l'emplacement qu'elle avait occupé à ce moment-là sur le carrelage. Et puis il voit dans la salle un journaliste de ses amis, donc un tribunalier, qui lui fait un signe. Alors, il ne comprend pas très bien le signe, et puis finalement, il se dit, bon, je n'ai peut-être pas été très clair dans mon explication. Alors, il recommence, beaucoup plus mélodramatique, alors il dit, bon, et à ce moment-là, la victime poussant un cri déchirant et un râle, bon, voilà, ce genre de choses. Donc, tout le monde donc est saisi. Alors, évidemment, quand vient le verdict, c'est la peine maximale, et à ce moment-là, le tribunalier vient le voir, et lui dit, mais non, 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 docteur Poche, je vous disais tout simplement que c'est votre épingle de cravate qui est mal mise. Bon, voilà. Alors, ça, évidemment, c'est anecdotique, mais ça montre bien le crédit que l'on peut accorder à ce moment-là à la déclaration d'un homme de science dans les prétoires. Et là, évidemment, les tribunaliers en rendent compte. Voilà. Et on peut se moquer. Là, c'est Bertillon, vous l'avez peut-être reconnu, c'est la médecine scientifique, c'est le bertillonnage, à ce moment-là, pour pouvoir reconnaître les récidivistes. Alors, c'est une méthode qui était un petit peu longue au début, puisque vous savez, on calculait donc l'oreille droite et puis l'oreille droite, mais ça a vraiment permis de reconnaître des récidivistes. C'est avant l'adoption de la dactyloscopie, donc la science des empreintes digitales. Et en France, donc à partir de 1884-87, voilà, c'est véritablement donc lancé, et ça a occupé, si je peux dire, le devant de la scène jusqu'à 1914. Mais à ce moment-là, on se moque de ce type d'experts, notamment les dessinateurs et les tribunaliers, puisque on considère qu'ils doivent à ce moment-là mesurer absolument tout ce qui est mesurable. Bien, alors le jury, là c'est retour à Josso que je vous ai présenté tout à l'heure pour les magistrats, et à l'époque le jury est composé uniquement d'hommes. Il y a 12 jurys, puisque c'est avec le régime de Vichy, vous savez, on est passé de 12 à 9, puis après à 6. Donc le jury à ce moment-là, ce sont que des hommes, et les jurés sont choisis sur des listes qui sont dressées par département, par les autorités départementales, donc préfet, sous-préfet ou autorités, voilà, donc importants. Et ces jurés populaires sont souvent donc des personnes, si je peux dire, des boutiquiers qui n'ont pas forcément fait des études de droit. Et dans ces années-là, vous avez aussi des débats pour savoir si finalement il ne faudrait pas supprimer donc le jury. Est-ce que le jury, c'est une institution qui mérite d'être encore prolongée ou vécue? Alors, je ne rentrerai pas dans ces débats-là, mais à un moment donné, on pense même remplacer le jury populaire tout simplement par un jury de spécialistes, où on choisirait comme ça donc un médecin légiste, un toxicologue, et puis d'autres personnages, des spécialistes qui constitueraient donc une sorte de jury permanent qui pourrait siéger pendant 1 an ou 2 ans. Alors, on en reste évidemment au jury populaire, et à l'époque on disait que le jury populaire, évidemment, il est un petit peu enfermé, il n'a pas de relation avec les autres sur une affaire, et évidemment les chroniqueurs montrent que c'est pas du tout le cas, parce que les jurys, évidemment, ils sont pas toujours enfermés, ils peuvent revenir en famille, et ils peuvent aussi se procurer un certain nombre de journaux. Alors là, évidemment, c'est la libre parole, donc on voit aussi la charge contre, parce que c'est un périodique antisémite, donc contre ce périodique-là en particulier, mais l'autre élément, c'est que le jury avait aussi connaissance de l'affaire parce que la presse pouvait dire. Quand un fait divers a commencé, si je reprends l'affaire Pranzini, elle a duré un peu plus de 6 mois. Et donc, évidemment, le jury n'est pas vierge par rapport à l'affaire. Il a déjà lu toute une série d'éléments, d'analyses, d'hypothèses possibles. Voilà. Et donc, le dessin, à ce moment-là, peut aussi attirer l'attention sur les failles du fonctionnement d'un jury objectif dans certaines affaires. Alors, évidemment, les dessinateurs eux-mêmes. Alors, vous avez donc l'affaire Imbert, c'est la plus grande affaire d'escroquerie de la fin du grand 19e siècle qui, pour les historiens, s'arrête à la guerre de 14. Et là, évidemment, les hommes en prennent un coup parce que cette plus grande affaire d'escroquerie a été montée par une femme.
Il faut savoir, Thérèse Imbert, voilà, la grande Thérèse, on a fait des chansons donc à son propos, mais là, ça serait un autre sujet. Mais simplement, donc, on le voit bien, là, c'est Charles Léandre qui s'est représenté donc lui-même et qui a fait une relation, une chronique judiciaire entièrement en dessin de l'affaire Imbert. Voilà. Alors évidemment, il a ajouté un petit peu de texte pour que le lecteur puisse comprendre de qui il s'agissait, mais c'est absolument fantastique et c'est plus ou moins donc en libre accès sur Internet. Donc ce soir ou demain matin au petit déjeuner, n'hésitez pas. Voilà, donc regardez à ce moment-là Charles Léandre et le procès. Alors à côté, on a aussi donc parfois des dessinateurs, il ne faut pas l'oublier, qui peuvent être aussi poursuivis par la justice. Et là, il s'agit d'un dessinateur qui s'est moqué d'un général qui avait donc continué la pacification au Maroc, pour reprendre les expressions de cette époque. Et à ce moment-là, il est représenté avec un habit de boucher. Alors évidemment, c'est pas peu flatteur pour une corporation, mais pour le général en question, ça l'est encore moins, à part que ce dessinateur, Bonnefoy, a été traduit en justice et condamné donc à 1 an d'emprisonnement pour un dessin. Voilà, donc ça, il faut quand même pas l'oublier. Voilà, hein. Même si, donc, vous le savez, la grande loi de 1880 est une loi très importante qui va véritablement donc libéraliser la presse, eh bien, 10 ans après, 20 ans après, des dessinateurs peuvent être condamnés pour des dessins qui sont considérés comme constituant des offenses par rapport à une institution. Euh, bien. Alors, maintenant, les tribunaliers, alors vous avez en gros par génération un grand chroniqueur judiciaire, un grand tribunalier qui est connu. Alors, le premier, c'est Albert Bataille. Ce sont donc les années, en gros, 1880, donc 1900. C'est lui qui invente la véritable chronique judiciaire. Et comme les journalistes de cette époque-là, c'est un provincial qui arrive à Paris, il se fait embaucher donc au Figaro. Et puis au début, il connaît absolument pas Paris, il sait même pas comment se déplacer. Et c'est donc le rédacteur qui l'a embauché du périodique qui lui donne un plan de Paris pour que la prochaine fois, il arrive à l'heure et qu'il ne prenne pas des chemins de traverse pour arriver donc au journal. Mais c'est lui qui va inventer véritablement cette nouvelle chronique judiciaire et qui va être aussi à l'origine de l'association des journalistes de la presse judiciaire parisienne et qui va donc créer un véritable monde des observateurs du fonctionnement du palais de justice et des tribunaux. Et puis deuxième chroniqueur judiciaire au tribunalier, c'est Géo London. Là, c'est la période de l'entre-deux-guerres. Il commence à se faire connaître pour toute une série de publications, les atrocités allemandes pendant la Première Guerre mondiale. Il fait aussi un reportage sur Chicago et sur le bagne, un petit peu comme Albert Londres. Et puis, c'est quelqu'un qui avait une double casquette. Il était à la fois le secrétaire de la presse religieuse et le secrétaire des Folies Bergères. Ce qui n'est pas forcément toujours facile, voilà, mais donc un personnage très ouvert, hein, on le voit, donc voilà, et donc il est aussi considéré comme le modèle de la période de l'entre-deux-guerres, à tel point qu'il va réunir ses chroniques judiciaires en volume annuel, et de 1927 jusqu'à 1940, tous les ans, tout le monde attendra la publication du Géo London, c'est-à-dire le recueil de ses chroniques de l'année de ce chroniqueur judiciaire. Alors, je poursuis un petit peu, je vais aller plus rapidement pour le langage des patients. Alors, le langage des patients, ces tribunaliers, évidemment, donc, vont insister à plusieurs reprises dans leurs chroniques, dans leurs articles, sur le fait que la justice ne peut pas faire l'économie des émotions et des passions. Et que émotion, passion, alors affect, on n'utilisait pas encore le mot donc à cette époque-là, mais ce sont des éléments constitutifs évidemment de la machine judiciaire. Alors, on peut à la fois donc être ébahi par l'architecture, mais évidemment on est davantage pris par la manière dont une audience judiciaire ou un procès d'assises peuvent se dérouler. Alors certains évidemment vont faire peur à un certain nombre de procureurs ou de magistrats. Et à l'époque, on voit même dans certaines familles des recommandations, on abandonne croque-mitaine et on dit plus ou moins attention, le procureur va venir si tu ne fais pas tes devoirs ou si tu ne vas pas te coucher avant l'heure. Bon, là on voit la manière dont on peut utiliser la justice donc à des fins, si je puis dire, d'éducation donc familiale. Alors, toujours est-il que je vais insister sur deux aspects de ces passions, de ces émotions. Tout d'abord sur le fait de faire pleurer. Les larmes, l'activité lacrymale joue un rôle important donc dans les procès. Alors, quand quelqu'un se met à pleurer parce qu'il est traduit donc en justice,
ça laisse supposer que la personne qui est dans le box des accusés est susceptible de connaître ou d'éprouver des émotions. Et donc, imaginez évidemment donc la scène, vous avez un tueur en série ou quelqu'un qui a commis des crimes absolument épouvantables. S'il se met donc à pleurer dans le box, ça veut dire que celui qui est jugé n'est pas tout à fait le même que celui qui a commis ces crimes. Il est capable de faire un travail sur lui, et donc au moment du crime, il méritait peut-être le châtiment capital, mais au moment du procès, on peut peut-être tenir compte du travail qu'il a fait donc sur lui-même. Donc les larmes sont importantes. Alors un certain nombre d'accusés l'ont compris, et donc comme l'activité lacrymale, le sanglot n'arrive pas à s'écouler, ils se munissent à ce moment-là d'un mouchoir. Et à ce moment-là, on donne comme conseil à la fois au juge d'instruction et à un certain nombre de magistrats d'être très observateurs et de bien vérifier s'il y a un sanglot, une larme qui s'est écoulée le long de la joue derrière le mouchoir, ou si c'est simplement quelque chose qui est simulé pour essayer de susciter donc l'empathie. Alors d'autres, évidemment, donc, ont bien compris que les sanglots, parce que évidemment dans un procès d'assises, si on prend un peu de recul, le seul groupe qui compte, c'est le groupe du jury. Voilà, c'est lui qu'il faut émouvoir sur la responsabilité, sur les questions qu'on peut poser. Il y a un certain nombre d'accusés l'ont bien compris, mais ils peuvent, par leur pleurs, indisposer, parce qu'ils pleurnichent toutes les 5 minutes. Donc du coup, évidemment, c'est assez insupportable, c'est pitoyable. Voilà. Donc là, on dit non, on ne veut pas, donc on arrête. Voilà. Et puis, évidemment, on a un certain nombre de femmes un petit peu plus abandonnées à la fin du 19e siècle, il ne faut pas l'oublier, qui pouvaient donc être considérées comme une récidiviste pour avoir volé la première fois un mouchoir et puis la deuxième fois un morceau de lard et pouvaient être traduites en justice, même s'il y a eu de loi de correctionnalisation au 19e siècle pour amoindrir la sévérité. Et donc à ce moment-là se pose aussi donc la question de ces femmes qui sont plutôt considérées comme des victimes de l'existence plutôt comme des responsables de larcin et de vol. Et à cette époque-là, il ne faut pas l'oublier, se pose la question du vol de nécessité. Alors ça commence plutôt par le nord de la France, mais ça arrive aussi dans le palais de justice de Paris. Qu'est-ce que le vol de nécessité? Une mère qui vole des aliments pour nourrir ses enfants, est-elle une coupable au même titre que quelqu'un qui a volé de l'argent du numéraire pour, je sais pas moi, se goinfrer dans une auberge ou aller voir un spectacle quelconque. Voilà. Bon, donc là, les larmes posent aussi ce problème-là. Alors évidemment, un certain nombre d'avocats l'ont bien compris. Alors, l'un était tellement fort qu'il a été surnommé Notre-Dame de la larme à l'œil. Voilà. Donc là, il a bien compris. Et puis d'autres avocats, évidemment, donc parfois exagèrent. On raconte que Lachaud, qui a été l'avocat de Marie Lafarge, et puis après ça, d'autres avocats vont essayer de prendre exemple sur lui, bien était capable parfois de prendre quelques libertés, si je puis dire, avec la réalité juridique ou judiciaire. Et à un moment donné, donc, il a à défendre un de ses clients. Et donc là, manifestement, il a beau regarder tous les arguments, rien n'y fait. Manifestement, c'est la peine de mort. Il n'y a rien qui peut le racheter. Donc il va commencer à plaider. Alors je ne sais pas, c'était plaidoirie débute vers 8h du soir. Alors, il continue, il parle. Arrive minuit, les 12 coups sonnent. Et à ce moment-là, il se tourne vers le jury et il leur dit « Messieurs », alors il commence évidemment à pleurer un petit peu pour mettre de l'ambiance. « Messieurs, jamais dans l'histoire judiciaire de notre pays, un accusé a été condamné à la peine de mort après minuit. » Donc c'est du grand n'importe quoi, mais le jury a reçu pour argent comptant, voilà donc l'argument, et évidemment il a échappé donc à ce moment-là à la peine capitale. Bien. Alors, s'il faut faire pleurer, parfois évidemment, toujours, là c'est le travail des tribunaliers d'essayer de rendre vivantes ces émotions, on peut aussi faire rire. Alors le rire, évidemment, c'est quelque chose qui est un petit peu donc ambigu et ambivalent, parce que le rire peut parfois donc permettre d'étendre l'atmosphère. Et vous savez, il peut y avoir un procès où on raconte une affaire particulièrement horrible, il peut y avoir des ricanements, et parfois c'est tout simplement parce que ce qu'on raconte est absolument insupportable, et le rire, c'est un mécanisme de défense qui permet d'une certaine façon d'introduire une sorte de soupape de sécurité. Donc c'est pas forcément parce qu'on trouve que c'est saignant, que c'est affriolant ou que sais-je, mais c'est un mécanisme à la limite un petit peu ordinaire et normal de mettre à distance. Mais parfois, le rire est recherché, en particulier par un certain nombre de présidents. Alors,
pas forcément de président d'assises, ça peut être parfois des chambres comme la 12e chambre qui jugeait plutôt les affaires légères de mœurs, bon, etc. Et à ce moment-là, les tribunaliers, souvent, sont très hostiles au rire du président en disant le président doit être le tiers objectif en recul. Il n'a pas, même si il a un sens de l'humour développé, s'il aime les jeux de mots, il sort de son rôle s'il arrive à faire rire aux dépens de l'accusé ou aux dépens de celui qui est jugé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel insiste beaucoup. Alors, tout en sachant aussi que c'est une époque voilà, où on a un humour aussi qui est daté. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est des plaisanteries qui ne feraient pas forcément donc, rire, qui feraient une sorte de flop. Voilà. Mais alors, voilà, je passe. Il y a un rire un petit peu particulier, c'est le rire grivois, donc un rire masculin. Et là, c'est un rire que va condamner d'une façon générale les tribunaliers les plus en vue. Alors, le rire grivois, c'est dans les affaires de mœurs, plus particulièrement dans les affaires de viol. Alors, à l'époque, vous savez, au XIXe siècle, si on regarde une courbe de la statistique judiciaire, il y a une augmentation, eh bien, disons, des attentats à la pudeur, puisque quand on dit attentat à la pudeur, ça permet à ce moment-là de poursuivre des violences sexuelles sans forcément les qualifier de manière la plus extrême. Voilà. Alors là, évidemment, au XIXe siècle, on voit une montée comme ça de ces plaintes pour agression sexuelle, et notamment une montée des plaintes d'agression sexuelle contre les enfants ou contre les jeunes filles. Et donc, pour le XIXe siècle, ça augmente à peu près jusqu'aux années 1880. La statistique judiciaire française, ça débute en 1825, et puis on regarde à ce moment-là, la courbe, elle est pratiquement ascendante pendant tout le siècle. Alors comment on peut l'expliquer? Bon, la plupart des observateurs ne disent pas que les mœurs sont beaucoup plus relâchées, mais c'est tout simplement la loi du silence, l'omerta, qui ne donne plus satisfaction, et on hésite de moins en moins à dénoncer l'auteur d'une agression donc sexuelle. Ce qui explique à ce moment-là la montée des plaintes et de cette cour. Alors simplement, les tribunaliers parfois sont assez offusqués par la manière dont la justice peut fonctionner à la fin du XIXe siècle ou au cours de la période de l'entre-deux-guerres. Là, on voit des magistrats, c'est Villette le dessinateur, à la mine très austère, très sévère, qui impressionne évidemment. Là, c'est une jeune bergère qui a été donc violée dans un champ, donc qui l'écoute comme ça, mais on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'empathie qui se dégage de la part des magistrats à travers le dessin. Et puis après ça, donc ils se disent, mais on n'a pas bien entendu le récit de votre viol, est-ce que vous ne pourriez pas recommencer? Vous voyez? Et donc là, évidemment, ça fait rire. Mais là, c'est le rire grivois. Et là, c'est l'honneur de ces tribunaliers qui disent, franchement, c'est pas drôle. Et dans le contexte de cette époque-là, il fallait avoir quand même un certain courage pour oser donc le dire ou le présenter. Alors, voilà. Alors, attendez, j'ai une image. Voilà. Cette autre image, là, il s'agit aussi, donc à ce moment-là, on voit donc les acteurs judiciaires qui se disent on va passer donc un bon moment, c'est une affaire de violence sexuelle, on va nous raconter donc tout ça. Et c'est Léon Vers que vous connaissez, donc écrivain qui sera plus célèbre après la Seconde Guerre mondiale dans ses romans, notamment sur l'exil. Mais en 1929, il a été pendant une année tribunalier. Et donc son objectif, c'est d'entrer dans le palais de justice de Paris et puis d'assister au plus grand nombre de procès possibles, que ce soit tribunal de simple police, tribunal correctionnel ou cour d'assises. Et il raconte à un moment donné une affaire, c'est une fillette, une douzaine d'années, qui a été donc manifestement donc violée par un photographe, qui déjà à l'époque lui avait fait miroiter le fait que, eh bien, elle allait devenir une vedette, une étoile montante si elle posait. Et puis évidemment, donc, il a profité des circonstances et de l'occasion donc pour la violer. Et à ce moment-là, le débat se déplace en cour d'assises, puisque évidemment, si c'est viol, c'est un crime, donc c'est jugé par la cour d'assises. Et puis, il y a un échange entre le photographe et le président des assises, et le président des assises, un peu vexé, dit « Mais écoutez, moi, je sais ce que c'est que de prendre une femme. » Et donc, à ce moment-là, ça commence à faire rire dans la salle, et Léon Vers, désespéré, dit « Ben voilà, on est au salon entre hommes, il y a on se partage le cigare, c'est le rire gras, voilà. Et donc effectivement, à la fin de ce procès-là, eh bien le crime n'est pas reconnu, il s'est évaporé. Et là, c'est le rire qui a été donc le moteur ou l'élément permettant de dissoudre à ce moment-là, eh bien la qualification de ce crime. Donc vous voyez, ces émotions sont importantes lorsqu'elles sont retranscrites comme ça par ces journalistes. Alors, pour terminer donc mon propos, je voudrais juste insister peut-être sur 3 points. Le premier, c'est que pour l'opinion publique,
auxquels s'adressent ces journalistes judiciaires, eh bien, la justice, c'est quelque chose qui est très contrasté. Les justiciables se plaignent avant la Révolution française, après la Révolution et avant la Seconde Guerre mondiale, de la lenteur de la justice. Et en même temps, donc, la justice semble une machine un petit peu étrangère, c'est-à-dire que la plupart des justiciables ne savent pas exactement comment ça fonctionne, à qui il faut s'adresser, est-ce qu'on peut bénéficier d'une aide ou d'une assistance. Et ce temple de Thémis, en général, fait plutôt peur. Hein, par exemple, dans les années 30, dans un certain nombre de prières, parce que, bon, comme je suis professeur à l'université de Poitiers, dans le Poitou, dans les années 30, il y avait des prières, Seigneur de la justice, délivrez-nous. Vous voyez, donc ça montre bien que la justice, quand même, suscitait bon, voilà, un certain effroi. Bien. Et donc, à ce moment-là, à travers ces tribunaliers, ça permet d'une certaine manière de montrer que cette justice peut effectivement continuer à faire peur par l'entremise des procès d'assises. C'est l'exemple que j'ai essayé de vous donner de ce procès pour viol, voilà, qui s'est totalement évaporé. Ensuite, deuxième point, je voudrais inciter sur le fait que les journalistes judiciaires et les dessinateurs ont aussi, surtout à partir des années 1880, donné à ce moment-là une autre image des palais de justice, puisque ces palais de justice deviennent finalement des bâtiments beaucoup plus accessibles, qu'on peut visiter, on peut déambuler donc à l'intérieur sous certaines conditions, mais c'est évidemment donc des espaces qui méritent le déplacement, qui doivent être observés, et il faut peut-être préparer à ce moment-là cette visite dans ces lieux donc un petit peu donc singuliers. Et donc ces dessinateurs et ces chroniqueurs participent à la formation d'une culture commune autour de la justice. Sans eux, c'est évident que ce public n'aurait pas tous ces éléments pour comprendre le fonctionnement de la justice. Alors, ces observateurs privilégiés, évidemment, vont donner à ce moment-là donc à la justice peut-être davantage d'audience et d'aura. Et puis, on peut peut-être terminer ce propos en citant donc un de ces chroniqueurs qui dit à peu près la chose suivante. Finalement, ils vont instaurer un nouveau rapport entre la légèreté fantomatique des idées et la pesanteur du monde. Voilà, je vous remercie.